Madame la conseillère administrative, Monsieur le vice-recteur, Mesdames et Messieurs les membres du conseil de fondation, Mesdames et Messieurs les collaboratrices et collaborateurs de l'espace de vie enfantine du secteur université, chers collègues. Tout d'abord, je vous prie d'excuser mon absence à l'événement de ce jour. Par un hasard malencontreux, la célébration des 30 ans des crèches universitaires tombe précisément le jour d'un autre anniversaire, celui de mon fils Jonathan, et mes sentiments paternels l'ont emporté, pour une fois, dirait ma famille, sur mes devoirs institutionnels. En fait, il s'agit aussi d'un concours de circonstances très heureux, puisque mon fils, né la même année que les crèches universitaires, a, depuis l'âge où les orientations professionnelles se forment, choisi d'exercer dans le domaine de la petite enfance. Vous conviendrez que cela n'est guère banal. Qui va garder les enfants? Cette question, mesdames et messieurs, posée brutalement par un éditorialiste lors de l'annonce de la candidature de Ségolène Royal à la présidence de la République française, reflète le sexisme de notre société et le partage bien inégal des charges liées à l'enfance dans la plupart des foyers. Qui va garder les enfants est trop souvent la question qui se pose aux jeunes parents. Et c'est celle qui interrompt trop de carrières féminines. Qui va garder les enfants n'est donc pas une question anodine. Et la réponse apportée depuis 30 ans par les espaces de vie enfantine, bien qu'insuffisante, est un pas certain dans la bonne direction. Je tiens donc à saluer toutes celles et tous ceux qui font vivre nos espaces de vie enfantine, qui jouent un rôle si essentiel pour notre politique universitaire. Et je salue particulièrement Martine Saillant, qui a assuré la direction de ces espaces depuis leur début. À travers Martine Saillant, c'est toutes les équipes, passées et présentes, que je tiens à remercier profondément pour le travail accompli. Célébrer un anniversaire, c'est se tourner vers le passé, mais c'est aussi regarder vers le futur. De ce point de vue, un défi important se dresse devant nous. C'est celui qui a été choisi comme thème de la table ronde, celui de l'égalité des chances. Oui, mesdames et messieurs, l'égalité, la diversité se construit dès l'âge préscolaire. Et pour y parvenir, pour combattre les stéréotypes encore trop souvent présents dans notre société, il faut assurer une plus grande diversité au sein du personnel actif dans le domaine de la vie enfantine. Un enjeu parmi d'autres qu'il nous faudra relever ensemble, et je me réjouis de la collaboration que nous avons pu instaurer avec la ville de Genève pour répondre aux nombreux défis qui nous attendent. Longue vie aux crèches. Bonsoir à toutes et à tous. Et pour commencer, j'aimerais m'associer aux salutations protocolaires du recteur. Qui va garder les enfants? Je reprends ici la question posée par notre recteur. Aujourd'hui, sur les 4 sites du secteur petite enfance, la réponse est 165 collaborateurs et collaboratrices et 5 membres de la direction. Mais dire qu'ils et elles gardent les enfants ne serait pas rendre hommage à l'ensemble du travail effectué. Ces équipes développent un accueil de très haute qualité pour que les enfants dans cet âge, ô combien important, puissent bénéficier d'un environnement permettant la découverte, la socialisation, l'épanouissement, en 2 mots, qu'ils puissent grandir et se développer. Je souhaite, en début d'allocution, m'associer aux remerciements du recteur à Madame Saillant et à ses équipes pour tout le travail effectué. Nous fêtons aujourd'hui 30 ans d'accueil de la petite enfance dans le périmètre universitaire. De 28 places en 1992, nous sommes passés à près de 400 enfants pouvant bénéficier de ce service et un budget d'environ 10 millions de francs par an partagé entre la ville et l'Université de Genève. Ce résultat est encourageant, mais encore bien insuffisant, comme l'a souligné le recteur. Du côté université, ce sont plus de 150 enfants, et bien sûr parents, qui sont en liste d'attente. Ces places sont cruciales pour soutenir les parents, et bien sûr en premier lieu les mères, qui en parallèle réalisent peut-être une thèse, un stage postdoctoral ou sont jeunes professeurs à l'Université de Genève. Sans place de crèche, le parcours est encore plus difficile. Le rectorat en est parfaitement conscient. L'université doit trouver des solutions pour augmenter le nombre de places disponibles et des projets sont à l'étude. Le secteur petite enfance université, au-delà de son rôle d'accueil, participe à la réalisation de nombreux objectifs de notre institution. En tant que professeur et chercheur, je souhaite insister aujourd'hui sur son lien avec la recherche scientifique. De longue date, des collaborations étroites se sont tissées entre les espaces de vie enfantine et des chercheurs et chercheuses de l'Université de Genève, en particulier dans le domaine de la psychologie
et des sciences de l'éducation. Ces collaborations ont concrétisé le vœu de Luc Paugnier, vice-recteur, qui formulait ces mots dans son allocution prononcée en 1992 au moment de l'inauguration de la crèche des Bastions. J'ose même espérer une collaboration future avec notre faculté de psychologie et de sciences de l'éducation, notre département de sociologie, bref, que la crèche de l'université devienne un pôle de recherche dans une perspective interdisciplinaire et un des fleurons du service de la petite enfance dans tout ce qui touche la prise en charge de l'enfant en bas âge. Ces croisements de regards entre les recherches et les pratiques en éducation se poursuivent et se sont intensifiés au cours de la dernière décennie, permettant d'élargir les domaines de collaboration entre les espaces de vie enfantine et les unités de recherche de l'université impliquées dans le champ de la petite enfance. Mais l'université de Genève n'est pas une institution en vase clos. Elle est ouverte sur la cité et sur le monde. Et à ce titre, je dois souligner aujourd'hui le partenariat essentiel que nous avons avec la ville de Genève et remercier Madame Christina Kitsos, conseillère administrative à la ville de Genève, à qui je vais céder la parole dans quelques instants. Madame Kitsos s'est très fortement engagée dans le développement des structures d'accueil en ville de Genève et dans la professionnalisation du pilotage de ces institutions. Nous nous réjouissons donc de pouvoir engager avec elle la réflexion sur les 30 années à venir pour le secteur petite enfance université, dans la perspective du développement de notre université et de notre campus. Pour terminer, laissez-moi encore une fois, comme l'a dit notre recteur, féliciter Martine Saillant et toutes ses équipes, passées et actuelles, pour tout le travail qui a été fourni. Madame la conseillère administrative, je vous cède la parole et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début de soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous et de vous adresser les salutations au nom des autorités de la ville de Genève. 30 ans que le secteur petite enfance de l'université existe. C'est vrai qu'au début, la première crèche a vu le jour dans l'entresol de l'université des Bastions. Aujourd'hui, il y a 4 sites qui sont occupés par ce secteur. On voit bien, rien que par les locaux qui sont magnifiques, l'évolution du domaine de la petite enfance et du soutien de l'université en faveur de cette politique. Alors, on voit aussi l'évolution, on le voit d'ailleurs dans le titre, le terme qui est utilisé, c'est « éducation préscolaire ». Alors c'est vrai qu'il y a encore quelques années, pas si éloignées, on parlait de garde, on parlait de lieux de garde. Et la sémantique a toute son importance, puisque aujourd'hui, on parle d'éducation préscolaire, c'est-à-dire que c'est un véritable service public qui ne bénéficie pas seulement aux enfants ou aux familles, mais à l'ensemble de la collectivité. Et je pense que c'est ça qui est fondamental dans l'évolution du domaine de la petite enfance, et peut-être qu'on devrait même dire de l'enfance, puisque cette tranche d'âge entre 0 et 4 ans, selon la prise en charge, la qualité de la prestation qui est offerte, peut amener à de véritables petits miracles qui vont avoir des répercussions, des impacts tout au long de la trajectoire de vie des enfants. Donc ça va faciliter, comme vous le savez, non seulement les parcours scolaires, mais aussi les représentations qu'on a enfants de soi. Ça va aider les familles à s'intégrer, qu'elles soient issues de la migration ou qu'elles soient suisses. Ça va même aller jusqu'à la question des besoins vitaux. On l'a vu malheureusement à Genève pendant la période du Covid. On l'a vu dans une des études menées par l'HUG, que beaucoup d'enfants n'avaient pas accès, par exemple, à du lait maternisé. Quand je parle d'enfants, je devrais parler plutôt de nourrissons. Et beaucoup d'entre vous, au sein des institutions de la petite enfance, vous avez eu des familles, justement, qui n'avaient pas, qui se retrouvaient en gros dans une insécurité alimentaire. Donc la petite enfance, c'est le dépistage précoce, c'est la question de la socialisation, de l'éveil culturel, de l'éveil aux langues.
Et vous êtes bien mieux placés que moi pour savoir tout ce que ça représente dans la vie des enfants et des familles. Quand je pense que la première crèche à Genève voyait le jour à Saint-Gervais au XIXe siècle, à cette époque-là, les crèches, c'était vraiment pour les familles dites nécessiteuses ou pour les femmes qui se retrouvaient seules, qui étaient ouvrières et qui avaient la nécessité de travailler. Et on voit l'évolution, puisque aujourd'hui, quelles que soient les conditions sociales des familles, quels que soient les revenus des familles, toutes et tous souhaitent une place en crèche pour leur enfant. Donc c'est dire la qualité de la prestation qui est offerte. Et je suis très fière du partenariat qui a été mis en place entre l'Université de Genève et la ville, puisqu'il nous permet justement de cultiver des valeurs partagées et de développer un service public fort. Je pense qu'on est vraiment dans la même vision, où on souhaite favoriser la formation, la reconnaissance du travail effectué par les personnes qui travaillent au sein de ces structures d'accueil de la petite enfance. J'aimerais, si vous me le permettez, revenir sur 3 moments forts, 3 moments d'actualité, parce qu'une chose est sûre, la petite enfance est à l'agenda politique et médiatique. C'est une bonne nouvelle parce que c'est ainsi qu'on peut faire bouger les lignes et continuer le progrès dans ce domaine. Alors j'en retiens 3 principaux. Le premier, je pense que vous l'avez suivi, c'est des mobilisations citoyennes de familles, mais pas seulement de familles, de personnes de tout parti politique. Donc la dernière en date, c'était la manifestation ou la marche, en tout cas pour une place de crèche pour chaque enfant. Et je pense que ça, ce sont des signaux très importants, parce que pour rappel, en 2012, la population avait dû voter sur l'initiative 143 et son contre-projet. Et donc il y en avait une qui voulait mettre en place un droit. Donc dans la Constitution, on pouvait intégrer le droit que pour chaque enfant, il y a le droit à une place en crèche. C'est le contre-projet qui a été adopté par la population, mais je suis certaine que si aujourd'hui on revotait sur ce même objet, eh bien on aurait vraiment l'adhésion populaire pour aller dans cette direction du droit, c'est-à-dire du service public. Le deuxième élément, je pense que vous l'avez vu aussi, c'est le lancement par l'UDC d'une initiative pour le libre choix avec un soutien de 30 000 francs par an pour les familles suisses, indépendamment du revenu des parents. Alors derrière un intitulé trompeur, ce texte cache mal en fait une vision passéiste du partage des tâches et des rôles qui en Suisse ont été très longtemps stéréotypés et qui le sont encore aujourd'hui, avec un rôle traditionnel dévolu aux femmes, aux mères qui devraient, selon un certain nombre de valeurs passéistes, rester à domicile. Ce texte, quelque part, balaye tout ce qu'on vient de dire en ce début de soirée, c'est-à-dire le fait que l'éducation préscolaire, ce n'est pas juste la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. L'éducation préscolaire, c'est penser l'avenir de la société dans son ensemble. C'est prendre soin de l'enfance dès le plus jeune âge. Et on sait qu'à cet âge-là, c'est un véritable levier en faveur de l'égalité. Je pense même que c'est le moment où on peut vraiment agir sur ces questions d'égalité. D'égalité entre les femmes et les hommes, à plusieurs niveaux. Déjà pour les personnes qui ont des enfants, voilà, parce que s'occuper d'un enfant, souvent, c'est mettre en parenthèse sa carrière, c'est avoir la difficulté de retourner sur le marché de l'emploi, et puis c'est aussi, finalement, être dépendant de son conjoint. Et finalement, au passage, lors du passage à la retraite, à nouveau, c'est des cotisations en moins avec un appauvrissement, finalement, des femmes de ce pays. C'est aussi
la question de la revalorisation des métiers de la petite enfance. On le sait, à près de 90% aujourd'hui encore, ce sont des emplois qui sont occupés essentiellement par des femmes. On le voit aussi dans le domaine du parascolaire. Il est important de revaloriser ces fonctions. Et égalité des chances, voilà le titre de cette soirée, pour les enfants, pour pouvoir finalement lutter contre les inégalités selon le milieu familial dans lequel on provient, selon les problématiques. On le sait que les besoins spécifiques voilà, sont nombreux au sens large. Et donc là, il y a un vrai enjeu où on va devoir travailler aussi sur des équipes pluridisciplinaires. Et donc il y a des enjeux, je pense, de recherche, comme ça a été soulevé, de partenariat aussi à développer avec l'Université de Genève pour développer encore plus, renforcer le soutien aux équipes qui vont justement dans cette voie de l'inclusion. Depuis le 1er juin 2020, on a ouvert 3 institutions avec des noms emblématiques, donc de femmes remarquables, pionnières, Marie Goeg-Pouchoulin sur l'ancien site d'Artamis, Victoire Tiner dans le quartier des Eaux Vives et finalement Monique Bauer-Lagier dans le secteur de la Forêt. Alors ces 3 crèches ont ouvert énormément de places et la première qui sera municipalisée sera donc Marie Goeg-Pouchoulin dès 2023. Par la suite, on va municipaliser toutes les nouvelles structures qui ouvrent et il s'agira aussi évidemment de penser aux crèches, aux comités associatifs existants pour pouvoir amener le même mouvement aussi sur les crèches existantes. Le 3e point d'actualité, pour ne pas perdre le fil, c'est l'initiative fédérale qui a été lancée par le Parti socialiste et l'USS et qui demande un accès à l'accueil extrascolaire abordable et pour ce faire demande à la Confédération un financement des 2/3 du budget et que la participation des parents soit limitée à 10% maximum de leurs revenus. Alors à Genève, on est à moins de 10% de participation des parents. On fait partie des communes qui ont des tarifs vraiment qui prennent en compte les réalités financières des familles. C'est une initiative qui est très importante puisque aujourd'hui en Suisse, alors que l'UNICEF demande 1% d'investissement du PIB minimum pour avoir une politique cohérente, eh bien en Suisse, aujourd'hui encore, on n'a que 0,1% d'investissement dans cette politique. Nous n'avons pas de politique familiale digne de ce nom. Ça a des répercussions aussi sur les questions de pauvreté, sur les questions d'égalité, comme on a pu le dire. Et finalement, on sait qu'on a un vieillissement de la population très important. Et nous devons vraiment maintenant, au niveau politique, prendre les mesures qui s'imposent et investir massivement dans cette politique. Il s'agit vraiment de l'avenir de notre société. Et de ce point de vue-là, il faut une politique qui soit pensée de manière globale, avec également un congé parental qui soit digne de ce nom et qui permette vraiment aux parents d'avoir plus de temps à disposition avec leurs enfants. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au point d'actualité. En tout cas, vous pouvez être sûr de mon engagement en faveur de cette politique. Et je voulais profiter de ce message pour adresser un vif remerciement au Conseil de fondation du secteur de l'université qui est engagé depuis 30 ans au service d'une vision innovante de la petite enfance et de l'égalité des chances. On a vraiment de la chance de pouvoir compter sur des partenariats forts avec l'université et d'avoir cette ouverture sur la cité parce que ça nous permet vraiment de grandir et d'élever notre réflexion. Donc c'est pour nous très important ce partenariat avec l'université et de développer encore de nouveaux projets avec l'université.
L'enfance se conjugue au pluriel, comme on le sait, et c'est qu'ensemble qu'on pourra vraiment travailler sur cette question des inégalités et de faire en sorte que les droits de l'enfant soient une réalité, mais pas que les droits de l'enfant, le droit aussi à l'enfance et à l'insouciance. Pour conclure, un message particulier à Martine Saillant, qui est ici présente, véritable pionnière infatigable, que j'ai eu la chance de rencontrer dès mon entrée en fonction, qui m'a amené énormément de son expertise, de son professionnalisme, mais aussi de son humanité. C'est vraiment une chance d'avoir des personnes comme Martine Saillant, engagées vraiment avec conviction, avec force, avec intégrité. Merci aussi au rectorat et au service de la petite enfance de la ville de Genève. Et pour terminer, un merci vraiment chaleureux à toutes les équipes de ce secteur qui s'engagent vraiment sur des projets exigeants. Et si vous me le permettez, normalement je ne le fais pas, mais il est vrai que j'ai mes 2 enfants qui sont accueillis dans le secteur université. Donc, je vous adresse ce message en tant que conseillère administrative, mais finalement aussi en tant que mère de 2 enfants qui sont accueillis tous les jours au sein du secteur Linastern. Un grand merci de tout cœur pour tout le travail qui est effectué au quotidien et une magnifique soirée d'anniversaire. Madame la conseillère administrative de la ville de Genève, je vous remercie beaucoup pour votre allocution. Au nom de la Fondation du secteur Petite Enfance Université que j'ai l'honneur de présider, il me revient également de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette soirée festive organisée pour célébrer le 30e anniversaire des espaces de vie enfantine de l'université. Madame la conseillère administrative de la ville de Genève, Monsieur le vice-recteur, grand merci de nous honorer de votre présence et plus généralement pour le soutien durable et sans faille que vous accordez à notre institution, qui, avec ses 30 ans d'existence, est résolument entrée dans l'âge adulte. Comme ça a déjà été dit, des 28 places à temps partiel inaugurées à l'occasion de la création des crèches des Bastions en 1992, aux quelques 381 enfants accueillis en 2021 au sein des 4 structures, le chemin a été long. Il a fallu d'abord de la patience, de l'audace et beaucoup de conviction, non seulement pour doter l'université de ces crèches, mais plus généralement pour inscrire une politique de la petite enfance au sein de l'université et l'arrimer solidement dans sa gouvernance, dans ses domaines d'excellence et dans ses diverses missions que sont la recherche, l'enseignement et le service à la cité. Il a fallu aussi une bonne dose d'engagement, souvent bénévole, assuré jusqu'en 2015 par des comités associatifs et depuis lors par les membres du conseil de fondation. Au fil du temps, ce ne sont pas moins de 150 personnes qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leurs efforts pour encadrer et soutenir le travail de la direction. Un grand merci donc aux parents, aux professionnels et aux représentants de l'Université de Genève et de la ville de Genève qui se sont relayés dans l'important travail nécessaire au bon fonctionnement d'une institution de la petite enfance. Mais il a fallu aussi de la continuité, de la ténacité et une vision pour un projet fort et en perpétuel développement. Cette pièce maîtresse dans le développement des œuvres du secteur université, nous la devons, comme ça a été déjà dit par mes préopinants, à Martine Saillant, qui a dirigé notre institution depuis sa création en 1992 et qui a su accompagner son évolution au fil de 30 années d'existence. Chère Martine, les gens qui te côtoient savent combien les œuvres du secteur université sont redevables et combien tu as été précieuse pour mener à bien le projet que nous fêtons ce soir. Mais dans ce parcours riche de 30 années, il a fallu aussi tout simplement du travail, beaucoup de travail et des compétences professionnelles, celles des adjointes de direction, celles des éducatrices et éducateurs, celles aussi des aides et des auxiliaires, celles des assistantes socio-éducatives, des apprentis et des stagiaires, celles des équipes administratives et du personnel de cuisine. Parce que les œuvres du secteur université, ce sont de multiples métiers qui se combinent et qui s'articulent au service des enfants, des parents, des institutions et de la collectivité. Donc à vous, chers professionnels, engagés dans la Fondation,
je saisis l'occasion de cette soirée pour vous remercier pour votre immense travail que vous faites au quotidien. Nous célébrons ce soir un accomplissement riche de 30 ans, mais nous sommes aussi tournés résolument vers l'avenir et les défis qu'il nous réserve. Penser les exigences de la société de demain, c'est préparer les générations futures à les affronter, et c'est penser aujourd'hui la place de la petite enfance dans la construction d'une société plus inclusive et plus égalitaire. Ces célébrations anniversaires, nous les avons voulues aussi à la hauteur des ambitions de notre fondation. Adossées à la recherche et au savoir scientifique, ancrées dans les réalités pratiques et les contingences du pilotage du travail et de la formation des professionnels de l'éducation, mais surtout aussi dans un esprit de dialogue et de croisement de regards. Dans cette optique, nous sommes heureux de vous proposer pour la suite de cette soirée une table ronde animée par Miruna Kokakosma et regroupant un riche panel d'intervenantes et d'intervenants. Nous formulons le vœu que les échanges tenus à l'occasion de cette table ronde puisse nourrir un débat utile et nécessaire au prolongement de notre route commune, celle qui doit nous permettre de célébrer dans 10 ans la 4e décennie des espaces de vie enfantine du secteur université, avec, et pourquoi ne pas rêver, de nouvelles places d'accueil pour les enfants, voire de nouvelles institutions rattachées à notre secteur. Un grand merci pour votre attention, et Miruna Kokakosma, je vous donne la parole pour la table ronde. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'invite sur scène les intervenantes pour cette table ronde. 30 ans, l'occasion de faire un bilan, mais surtout d'analyser ensemble les défis qui attendent les professionnels de la petite enfance. Construire l'égalité des chances, c'est bien, mais vous allez l'entendre lors de cette table ronde, la diversité est une chance, mais aussi ça peut être un risque. La diversité est l'une des données fondamentales de l'accueil de l'enfance. Les structures d'accueil professionnel sont des lieux où la question de la diversité est très présente. Les enfants et les familles proviennent de milieux différents et n'ont pas les mêmes chances, les mêmes conditions de vie. Quand on voit autour de nous la peur que la diversité suscite, on comprend la difficulté que peuvent rencontrer dans leur quotidien les professionnels de la petite enfance. Alors comment faire de cette diversité une ressource pour les enfants? C'est le quotidien des professionnels et c'est important pour pouvoir le faire, c'est important d'avoir des personnes hautement qualifiées. C'est de tout cela que nous allons parler avec les intervenantes et intervenants de la table ronde. Juste pour le programme, nous avons imaginé 2 axes dans la discussion. On va parler d'abord des opportunités de la petite enfance et les freins et les obstacles, mais ça sera dans un deuxième temps. Et pour ouvrir cette discussion, je me tourne vers vous, Pascal Lequier-Gauthier. Alors, vaste question, hein, construire l'égalité des chances. Comment la construire? Alors peut-être avant de dire comment construire l'égalité des chances, peut-être dire quand même que l'égalité des chances ne se décrète pas. Je pense que c'est un idéal, un chemin qu'on doit tous ensemble participer, avec aussi les professionnels qui sont aujourd'hui dans la salle et avec moi, pour offrir aussi aux enfants qu'on accueille une pédagogie différenciée, une pédagogie qui accueille l'enfant dans sa diversité, pour ce qu'il est, pour sa singularité et dans la collectivité. Et puis peut-être dire aussi que l'égalité des chances, avec qui elle se construit, prioritairement avec les professionnels de la petite enfance, parce que c'est eux la cheville ouvrière au quotidien de ces enfants que nous accueillons dans les crèches, en ville de Genève ou dans les autres communes, et qui sont fortement sollicités par la diversité des enfants pour qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions possibles et qu'ils soient respectés dans ce qu'ils sont, à travers aussi parfois les difficultés qu'ils ont et qu'ils rencontrent. Oui, justement, nous allons parler de tout ça, mais puisque vous parlez des professionnels de la petite enfance, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un métier en pleine évolution? Pardon, j'ai pas juste un métier en pleine évolution, pardon. Merci.
Alors oui, je pense que quand on parle d'accueil et de pratique de la pédagogie différenciée pour les professionnels de la petite enfance, effectivement, je crois qu'il y a une évolution du métier qui est très forte. C'est peut-être pas ce quoi on avait été formé, c'est peut-être pas ce quoi on s'attendait, mais je crois qu'on est obligé de le prendre à bras-le-corps parce qu'en fait, ces enfants, ils sont là, on doit les accueillir, on doit les faire évoluer par rapport à ce qu'ils sont, à ce qu'ils doivent être dans la société future. Et effectivement, c'est une évolution du métier conséquente qui va nécessiter, j'ai envie de dire, des adaptations de posture éducative, de formation continue, de ressources, et puis aussi de reconnaissance. Je pense qu'aussi les professionnels de la petite enfance sont extrêmement investis dans l'accueil de ces enfants, de leur diversité, et qu'il faut aussi les encourager et les soutenir en mettant des moyens à disposition, parce que ça ne va pas de soi. Mélanie Perpignani, on parle des professionnels de la petite enfance. Vous êtes une professionnelle de la petite enfance. Est-ce que ce que nous dit Pascal Lécuyer-Gauthier, est-ce que ça vous parle de tous ces enjeux auxquels vous êtes confrontés sur le terrain, donc? Alors, bonsoir déjà. Tout à fait. Nous, dans les établissements d'accueil de jeunes enfants, on met en place énormément de choses, que ce soit à travers le projet éducatif de l'institution, que ce soit à travers les observations qu'on fait des enfants, les accueils des familles, qui est des familles au pluriel, donc avec toutes leurs particularités, leurs différences, leur culture. En fait, c'est très large. On accueille vraiment un public large. On accueille l'enfant, mais on accueille aussi et surtout les familles. Et c'est vrai que par cette pluralité, on se retrouve des fois un petit peu en difficulté, en manque de moyens, que ce soit au niveau de connaissances, au niveau de pratiques, au niveau financier aussi. Donc il y a plusieurs sphères, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que nous accueillons surtout tous les enfants. Quand j'entends tous les enfants, c'est aussi les enfants à besoins éducatifs particuliers. Et les enfants à besoins éducatifs particuliers, c'est tous les enfants de Genève, tous les enfants de Suisse. Parce qu'on a tous des individualités, des particularités, une histoire, des complexités familiales et autres. Et donc, nous, on est les premiers agents, les premiers acteurs qui vont l'inclure, en fait, dans la société. Donc, c'est vrai que nous sommes vecteurs de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, avec les énormes avancées justement au niveau des sciences, au niveau de l'éducation, du développement, on se retrouve des fois un peu submergé face à... Mais pourquoi ? Pourquoi vous vous sentez submergé ? On se sent submergé parce que je pense aussi que ces dernières années, il y a eu énormément de prise en charge très individualisée dans un milieu collectif. Et c'est vrai que par moments, c'est difficile. C'est difficile pour l'éducateur qui a évidemment un bagage de connaissances grâce à l'école et grâce aux pratiques. Ça n'empêche qu'on est quand même limité à un moment donné parce qu'il y a certaines complexités, certaines familles qui ont besoin d'une prise en charge beaucoup plus individualisée, beaucoup plus soutenante dans le soutien à la parentalité. Et parfois, on se retrouve en manque de moyens, que ce soit moyens physiques aussi, de personnel. Il y a une grosse pénurie de personnel éducatif. Et c'est vrai qu'on fait un petit peu j'ai envie de dire, du patchwork. On essaye, on tente de faire au mieux pour justement accueillir l'enfant, accueillir les familles vraiment avec la plus grande qualité possible. Pour vous, Renata Pegoraro, quand on parle de construction de l'égalité des chances, au cœur, en fait, c'est les compétences. C'est grâce aux compétences que nous allons pouvoir construire cette égalité des chances. Aussi, compétences de ce qu'on vient d'entendre pour les professionnels de la petite enfance. Alors, la première banalité que je vais dire, c'est qu'effectivement, pour construire l'égalité des chances, il faut pouvoir savoir ce qu'on met derrière l'égalité et identifier les inégalités qui existent. Est-ce que ces inégalités, elles sont dues à la précarité familiale? Est-ce qu'elles sont dues au fait que c'est un enfant qui est issu d'une famille migrante? Et tous ces aspects-là, il est nécessaire de pouvoir finement les identifier
l'exercice le plus complexe, à mon sens, du métier d'éducateur de l'enfance, et je reprends ce que disait Madame Perpignani il y a quelques secondes, c'est effectivement de devoir accueillir une collectivité tout en prenant en compte les individus, leur unicité. Voilà. Ce sont des individus qui ont chacun des besoins spécifiques et pour lesquels il va falloir reprendre et suivre finalement l'évolution de leurs besoins tout en faisant en sorte que dans la collectivité, il y ait un confort, il y ait un développement qui puisse se faire de manière harmonieuse et que les professionnels puissent prendre en compte vraiment chacun des individus et chaque collectivité du moment. En plus, la collectivité, elle change chaque jour. Et ça aussi, ça rajoute de la complexité à la gestion justement de ces inégalités qui apparaissent le jour où je suis dans un groupe où je suis plus ou moins à l'aise ou moins à l'aise en tant qu'enfant. C'est peut-être plus difficile pour moi de m'exprimer. Et de fait, au cours de la formation, une bonne connaissance du développement de l'enfant pour pouvoir repérer justement les difficultés que l'enfant rencontre est indispensable, mais une bonne connaissance du tissu social, et c'est exactement ce que disait Madame Perpignani il y a quelques secondes, elle est indispensable aussi pour pouvoir accompagner les parents. Il n'y a pas uniquement la connaissance de l'enfant qui est indispensable, mais du tissu social, des difficultés que peuvent rencontrer les parents, et cette coéducation, cette coparentalité, si on veut aller encore plus loin, elle est vraiment nécessaire pour accompagner les familles et les enfants vers un développement harmonieux. Renata Pegoraro, vous parlez d'une sorte de coparentalité. Je me tourne encore vers vous, Pascal Lequier-Gauthier. Lorsque nous avons préparé cette table ronde, vous me disiez, certes, quand on parle de l'égalité des chances, de plus d'inclusivité, ça c'est intéressant, c'est bien, c'est important, c'est comme ça qu'il faut faire, mais le retour du terrain, des professionnels de la petite enfance, c'est que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est une sorte de complexité dans la complexité. C'est bien ça ? Voilà, c'est une complexification, j'ai envie de dire, d'un tout, et où le personnel de la petite enfance, les professionnels de la petite enfance peuvent se sentir, pour reprendre les termes qui ont été employés, surtout par Mélanie, submergés. Parce qu'on a quand même un groupe qui est composé d'enfants, dont il va falloir pour chacun donner une place, le respecter dans sa singularité. Donc ça nécessite des postures professionnelles, de groupe et d'individus. Donc, ce qui est extrêmement quand même compliqué dans un rythme d'une journée qui est quand même assez soutenu. Donc c'est vrai qu'au quotidien, je pense que c'est assez épuisant. Donc ça va pas de soi, c'est des choses simples, mais ça va pas de soi. Je pense que les réalisations qu'on pourrait dire inclusives nécessitent de l'investissement. Bon, l'investissement des professionnels, mais des investissements financiers, des soutiens pour leur permettre d'avoir souvent des soutiens en personnel supplémentaires en termes de dotation. Peut-être aussi réfléchir sur les dotations qui sont en place et qui nécessitent aussi des expertises particulières, parce que avoir des réalisations inclusives, ça veut dire aussi avoir des connaissances, des compétences spécifiques sur le développement de l'enfant, comme le disait Renata, mais aussi comment on le met en musique au quotidien, comment on l'observe, comment on le repère. Et là, on doit, et ça se fait déjà, développer des partenariats avec des partenaires externes, que ce soit le SEI, la guidance. Donc une approche pluridisciplinaire. Oui, voilà, et de faire appel à des compétences pluridisciplinaires qui peuvent effectivement soutenir les professionnels dans ce qui est leur posture au quotidien, repérer, observer, savoir se comporter. Et ça, c'est vraiment la formation, je pense, aussi continue, qui est nécessaire, même si la formation de base qui est faite à l'école peut les sensibiliser. Je pense que c'est dans la pratique aussi, dans la transmission aussi, d'outils pédagogiques, d'outils spatio-temporels, des repères, des manières d'être pour canaliser des réactions émotionnelles des enfants. C'est quand même un univers assez complexe où les professionnels ont besoin d'être accompagnés. Et puis aussi, il y a tout ce réseau externe, y compris les parents, à devoir mettre en musique, j'ai envie de dire, autour du développement de l'enfant et du travail des équipes. Au cœur de votre pratique, Mélanie Perpignani, c'est l'accueil de l'enfant, mais aussi celui de la famille. C'est bien ce qu'on est en train de se dire, si vous avez une petite réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre.
C'est important de vous entendre, vous aussi. Hein. Alors, oui, tout à fait. Je rejoins beaucoup ce que vous dites. Après, c'est vrai que pour ce qui est de la formation initiale, quand vous dites qu'on devrait plutôt être dans des formations continues, dans des méthodologies, dans des apports autres, c'est vrai qu'en ayant discuté avec mon équipe et différents professionnels du milieu, on aurait tendance à penser que ce serait peut-être meilleur de élever la formation à un niveau universitaire pour avoir plus de bagages, que ce soit au niveau psychologique, au niveau de méthodologies, de compétences, pour vraiment accueillir et accompagner les enfants et les parents au mieux. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a énormément d'enfants à besoins éducatifs particuliers. On a aussi peu de temps, dans le sens où nous sommes auprès des enfants. Pour rappel du quota d'enfants que je trouve très important, chez les bébés, nous sommes un adulte pour 4 enfants. Chez les 1-2 ans, un adulte pour 5 enfants. Chez les 2-3 ans, un adulte pour 8 enfants. Et enfin, chez les 3-4 ans, un adulte pour 10 enfants. Et aujourd'hui, je trouve que ce quota, il n'est pas suffisant pour assurer en fait un service de qualité auprès des enfants et des parents. Et je me perds un petit peu, désolée. Ce que je voulais dire par là aussi, c'est que donc élever le niveau... On va revenir sur le volet formation. De toute façon, je vous laisse finir, mais on va revenir en deuxième partie sur ce grand dossier de la formation. Mais je vous laisse finir, pardon. C'était juste pour préciser. D'accord. Et c'est vrai que pour accompagner au mieux le parent, pour le soutenir dans sa parentalité, on se retrouve des fois en difficulté, notamment par le manque de temps, car on s'occupe de ses enfants dans la journée. Quand vous dites aussi la fatigue, que ce soit émotionnelle, mentale, physique, c'est sûr qu'elle est présente. Et du coup, c'est des fois difficile, d'une part, du professionnel de dégager du temps, de l'énergie pour accueillir les émotions, les besoins, les particularités des parents, mais aussi pour ne serait-ce que s'extraire un temps de notre groupe, de la prise en charge de notre groupe d'enfants, pour vraiment avoir un temps de qualité avec le parent et soutenir justement la parentalité. Merci pour cette intervention. On va faire aussi, dans le déroulement de cette table ronde, il faut qu'on fasse un point aussi sur la recherche avec vous, peut-être Céline Châtenot. Oui, volontiers. Alors, je parle à titre de responsable de la maîtrise en éducation précoce spécialisée, qui est à l'échelon universitaire, effectivement. Donc, ça m'a... tout ce qui est dit sur la formation, effectivement, est intéressant et on y reviendra. Oui. Je crois que la préoccupation, que ce soit des personnes du terrain actuellement, mais aussi en recherche, en fait, on habite, c'est vrai, des mondes un peu différents, hein, des urgences différentes. J'ai moi-même été à votre place, après j'ai suivi une autre formation. Mais je crois que pour reprendre un peu la politique de l'UNESCO et puis tout ce qui a été fait dans les rapports et les mises en œuvre de ce qu'on doit faire en petite enfance, on a quand même des préoccupations communes qui doivent se retrouver en recherche. Et moi, je parlerais pour soutenir l'égalité des chances, de vraiment soutenir l'encouragement précoce. Et l'encouragement précoce, il se déploie sur 3 axes, et puis on l'a abordé, en tout cas en recherche. Le premier axe, c'est effectivement cette question de la diversité. Qu'est-ce qu'est la diversité? On parle beaucoup prise en compte de la diversité. Oui, mais on parle beaucoup de trajectoire développementale en éducation précoce. Donc, on sait que les enfants suivent des étapes de développement que l'on connaît, mais on sait aussi que certains enfants suivent des trajectoires développementales un peu différentes et vous devez vous y adapter. Et ça, c'est pas évident non plus. Et c'est surtout de permettre à l'enfant de s'exprimer dans cette trajectoire, mais surtout de le comprendre dans cette trajectoire qu'il est en train de nous présenter. Après, la deuxième chose que je pense à émerger, qui nous préoccupe en recherche comme sur le terrain, c'est l'accessibilité des environnements. Pour l'enfant, pour les enfants, donc cette question... comment on aménage pour cet enfant qui est tellement différent, mais comment on aménage aussi
pour l'ensemble de nos enfants. Et là, il y a beaucoup de travail, c'est long, ça prend des allers-retours, c'est pas le chercheur qui vient, qui dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est avec les personnes sur le terrain. Et puis, la dernier élément, évidemment, c'est la co-élaboration. Et ça, c'est bien important en recherche. Et là, dans la tradition de ce qui a été fait depuis 30 ans, avec notamment Gisela Chatlana, qui a créé aussi, qui était très importante au niveau de l'éducation précoce spécialisée, c'est de dire on n'est pas seul comme chercheur à permettre cette égalité des chances, mais on co-construit. Et il n'y a pas de sens qui se fait à une action professionnelle sans le contexte de cette action professionnelle. Donc, c'est vraiment une question d'une recherche ancrée avec le terrain, avec des productions. Alors, par exemple, je pense à tout ce qui est les rencontres, les regards croisés, les productions qui ont été faites. Il y a des documents, des livres. Et donc, c'est de nouveau ce troisième axe, donc diversité, accessibilité, mais coélaboration aussi, avec les parents, on en a parlé, mais entre chercheurs et professionnels du terrain. Renata Pegoraro, vous aimeriez intervenir? J'ai vu un regard vers moi. Exactement. Oui, je suis tout à fait d'accord. On ne vous entend pas. Non, reparlez dans le... C'est mieux comme ça. Voilà, coup, là. merci. D'un coup, c'était violent. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Madame Chatenoux. En effet, la formation d'éducateurs et d'éducatrices de l'enfance, actuellement, elle se déroule au niveau tertiaire, non universitaire. Mais ce qui veut dire que le niveau des compétences et le niveau 6 du cadre national de certification, c'est un niveau élevé. Hein. Le cadre, il est sur 8 niveaux, donc on atteint le 6e niveau, on est déjà très très loin. Ce qui veut dire que l'éducateur doit s'adapter aux situations, à des situations imprévisibles, à des situations qui sont inattendues et qui nécessitent chacune une réponse particulière. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir une recette, et c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut aller puiser dans ces ressources, que ce soit des savoirs scientifiques ou que ce soit des savoirs expérientiels, pour pouvoir mettre en place un cadre qui va permettre d'accueillir un enfant dans toutes ses particularités et de lui permettre d'avoir le développement le plus harmonieux possible. Et c'est en ça la force d'une formation en école supérieure professionnelle, c'est que la moitié du temps de la formation, non, véritablement un tiers du temps de la formation se déroule en école, avec des apports essentiellement théoriques, mais ancrés dans une réalité professionnelle, puisque le deuxième tiers de la formation se déroule sur le terrain, en situation d'emploi ou en situation de stage. Donc on est confronté à la réalité du métier. Et les compétences, on peut les observer chez les professionnels, chez nos futurs collègues, et on peut les exercer en tant que futurs professionnels. Mais si on s'attend à avoir des recettes pour gérer la prise en charge d'un enfant ayant des troubles du spectre autistique, gérer un enfant qui aurait des troubles de développement du langage, on n'aura jamais de recette à appliquer. Et c'est à la fois une position, on va dire, humble, de se dire « je n'ai pas de recette qui est nécessaire », mais également extrêmement ambitieuse de se dire « je vais pouvoir trouver », avec l'aide aussi de partenaires du réseau, les solutions à mettre en place pour accueillir cet enfant. Édouard Jeantat, Céline Chatenoux parlait en fait de ces trois axes, hein, la prise en compte de la diversité, l'accessibilité pour toutes et tous, et ce concept de co-élaboration. La co-élaboration, c'est quelque chose qui doit vous parler quand même. Oui, absolument. Alors, moi, je parle du point de vue de la psychologie du développement. Donc, je m'intéresse à comment l'enfant se développe et puis comment il développe ses compétences cognitives et socio-émotionnelles. On sait qu'il y a des centaines de facteurs qui participent à ce développement. Et en ce qui nous concerne, eh bien, dans les crèches, ça peut être un formidable levier pour favoriser ce développement de certaines de ces compétences. Et on sait, quand on regarde la littérature scientifique sur tous les facteurs qui peuvent agir et favoriser le développement de ces compétences, eh bien, le premier facteur, hein, c'est la même chose pour l'école, c'est la formation des professionnels. Donc le levier principal, c'est la formation. Et pour moi, une des meilleures façons d'ajuster cette formation, c'est une formation par la recherche.
Donc, c'est-à-dire une formation qui associe pleinement, en collaboration, à la fois les apports théoriques des savoirs théoriques et à la fois les apports qui sont implémentés sur le terrain. Et là, je réfléchissais en fait à des projets pour les prochaines années, pour les 30 prochaines années. Et je me disais quand même que Genève, la Ève et université, on a vraiment un terreau qui est assez unique en fait. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, enfin j'en connais pas en fait, où il y a une uni avec des crèches où c'est connecté, où il y a déjà des collaborations entre des équipes de chercheurs et des équipes de professionnels. Depuis plein d'années, il y a tout un tas d'activités, vous irez voir sur le site. Il y a eu déjà plein de productions, enfin plein de gens engagés. Et je me disais, mais pourquoi on n'essaye pas d'être agile et de créer un peu des nouvelles perspectives qui feraient que les éducateurs professionnels du coup, auraient des mandats qui seraient attractifs et du coup, ça pourrait peut-être favoriser le recrutement. Donc, je pense à Martine, voilà. Donc, et je me disais, pourquoi on ne crée pas, par exemple, des idées d'éducateurs-chercheurs où on lancerait des recherches collaboratives ou à des mi-temps où on redévelopperait des nouveaux concepts où, par exemple, les éducateurs pourraient être des relais pour favoriser la parentalité ou offrir des X heures de formation, d'accompagnement ou de soutien aux parents. Parce que le but, c'est qu'il y ait un relais massif sur les pratiques. Donc, voilà, je me disais, comment on pourrait, avec cette formation par la recherche, et pour la recherche, parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est le développement cognitif et psychosocial du jeune enfant. Alors après, on va se dire, ça coûte une fortune, ton truc. Engager pourquoi des éducateurs dans chaque crèche, ils pourraient avoir une thèse appliquée qui se développerait dans chaque institution. Mais en fait, si vous regardez les coûts, il y a des collègues économistes, enfin, les coûts investis dans la petite enfance, il n'y a pas plus rentable par rapport, par exemple, sur des préventions de troubles. C'est vous qui le dites. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est tout un tas de collègues qui ont fait des calculs économistes. Et en fait, X euros investis, X francs suisses investis de par le monde, en fait, ça coûte 10 fois moins cher, ou je ne sais plus exactement le ratio, par rapport à prendre en charge les mêmes problèmes quand on a des enfants ou des adolescents qui présentent, par exemple, des troubles de comportement, des choses comme ça. Et voilà, donc je me disais, dans les 30 prochaines années, mais pourquoi on ne se lance pas là-dedans? Genève a toutes les conditions possibles pour créer des nouveaux mandats, des nouveaux statuts. Céline Chaton. C'est une idée, voilà. Céline. Je suis d'accord, on y va. Une espèce de casse, recherche collaborative, bonne idée. Non, mais à part ça, juste, je vous pose, excusez-moi, Édouard Jeantat, je vous pose une question presque de béotienne. Vous ne sentez pas, parce que je vous entends parler, chacun dans son domaine de compétences, il y a le savoir scientifique, et avec le point recherche, on a le retour du terrain. Moi, personnellement, ce que je ressens, c'est comme une sorte, non pas de dissonance entre ces deux mondes, mais c'est difficulté de créer des liens entre le savoir scientifique et ce qu'on entend de la part des professionnels de la petite enfance. Est-ce que je me trompe? Oui. Oui, merci. Voilà. Et donc, au revoir. Donc, bonne soirée. Alors, moi, je ne ressens pas du tout ça. Et la preuve, vous regardez les regards croisés allez voir sur Internet, sur YouTube et tout ça, vous allez voir les collaborations qui sont effectives entre les chercheurs et les professionnels, ici, dans les différentes institutions. C'est des interventions, c'est des ateliers qui ont été conduits, c'est efficace, ça veut dire que ça a des effets chez les enfants, c'est efficient, ça ne coûte pas si cher que ça, parce que c'est des formations... je veux dire, quand on regarde le ratio coût-bénéfice, c'est hyper rentable, en fait, mine de rien. Et non, alors moi, je n'ai pas du tout ce point de vue-là. Après, il faut... c'est une volonté, par exemple, notre vice-recteur dit un pôle de recherche. Pourquoi pas? Pourquoi on ne créerait pas un pôle de recherche sur le secteur de la petite enfance avec des recherches appliquées, systématiques, où il y aurait une professionnalisation et à la fois sur le terrain pour répondre aux besoins et chaque fois mettre à disposition tout un tas de plateformes. Il y a tout un tas de professionnels qui ont participé, par exemple, au regard croisé, qui, si on leur donnait les moyens, seraient tout à fait, je pense, intéressés pour se lancer dans une dynamique de recherche théorique et appliquée. Marianne Zogmal, recherche appliquée, c'est aussi d'une certaine manière votre domaine d'expertise. Alors justement, j'ai aussi eu l'occasion de collaborer avec beaucoup d'éducatrices et d'éducateurs autour des regards croisés ou d'autres formations. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est très riche dans ces échanges-là et que peut-être pourrait encore se renforcer. Mais ce que j'ai aussi un peu entendu ce soir, c'est que
la recherche montre depuis un certain temps maintenant vraiment l'importance des premières années de vie pour le développement des jeunes enfants, pour justement l'avenir aussi de notre société. Et puis avec ça, évidemment, aussi l'importance du travail des professionnels, des éducateurs, des éducatrices autour des enfants. Et le débat politique a pris cette thématique, et puis justement, il y a de plus en plus d'exigences. Alors, l'inclusion depuis beaucoup de temps déjà. J'ai participé tout récemment à un rapport autour de l'encouragement précoce du langage, et puis il y a vraiment cette idée que si on agit très vite, avant l'école, c'est qu'on arrive à favoriser l'égalité des chances de tous les enfants, mais par exemple aussi des enfants qui auraient une autre langue que la langue d'accueil dans leur famille, et puis qu'il faut agir très vite. Et ce qui est intéressant, c'est que la recherche montre ce qui est le plus efficace. Ce n'est pas de faire des leçons de français à Genève pour les enfants de 2 ans. Ils viennent pendant 2 heures par jour, 2 fois par semaine, apprendre à maîtriser la langue, mais c'est qu'ils peuvent participer dans les structures d'accueil ordinaires avec l'ensemble des enfants. Et que c'est peut-être la question de l'accessibilité des structures, au-delà de la question de la conciliation, c'est que tous les enfants ont une place dans les structures d'accueil qui marchent le plus, parce que justement, peut-être les politiciens ont compris que maintenant, la complexité du travail qui se fait dans les structures d'accueil depuis très longtemps, mais c'est bien apprendre à parler aux enfants qui fait une partie du cœur des métiers de ce que vous êtes en train de faire tout le temps, et puis c'est là où ça fonctionne. Mais ça pose des questions de l'accessibilité, évidemment des financements pour avoir une place pour tous les enfants, et puis après pour que la liste de ce que vous devez faire ne s'allonge pas seulement, mais qu'on donne aussi des moyens supplémentaires. Je pense alors des moyens peut-être lutter contre la pénurie du personnel, le manque de place, vraiment les accompagnements, peut-être créer des pôles aussi de réflexion dans les structures d'accueil. Je pense que tout ce genre de choses, ça serait vraiment très important. Et le rôle de la formation, tant initiale et continue, qui est essentiel là-dedans. Isabelle Collet, avec vous, on va faire ce lien, parce que j'ai dit que c'était une question de béotienne, mais c'était pour mieux lancer Isabelle Collet sur justement ce dialogue entre le savoir scientifique et les professionnels de la petite enfance. Vous êtes l'exemple même. Alors moi, je vais vous raconter un regard croisé, parce qu'on vous parle des regards croisés. Moi, j'ai eu la chance de faire un regard croisé sur les questions d'égalité filles-garçons. Alors, avec mon équipe, mon équipe de recherche de l'UNI, on est allé rencontrer des éducateurs et éducatrices de la petite enfance, et puis on a comparé nos questions. Alors, une sollicitation qu'on nous a faite, c'était de dire, voilà, on est une équipe d'éducateurs, d'éducatrices, on est très sensibilisés. On a été très formés à ces questions d'égalité. Est-ce que ça se voit? Je veux dire, est-ce que dans notre quotidien, on est aussi égalitaire qu'on espère qu'on l'est? Parce que ça, c'est une question récurrente qu'on adresse aux enseignants, aux enseignantes. Évidemment, tout le monde a l'impression de faire tout juste. Et puis, quand on est en position d'observer, on voit qu'on se fait rattraper par les stéréotypes. On a les stéréotypes qui font cours à notre place. C'est très désagréable. Alors ça, c'est la première chose qu'on est allé observer. Après, je vous dirai quelles questions, nous, on avait. On s'est assis par terre dans les crèches. C'était très rigolo. On a observé, on a écouté les enfants. Alors, on a été bluffé par le professionnalisme des personnels de ces espaces de vie enfantine. Moi, j'ai assisté à un exercice d'alerte incendie, mais c'était extraordinaire. Il n'y a pas un enfant qui a pleuré, il n'y a pas eu un soupçon de panique, c'était vraiment extraordinaire. Et ça marche. Je veux dire, j'ai jamais vu autant de soucis d'égalité dans les comportements de la part de personnes qui ont été formées. Donc, bonne nouvelle, notre travail de formateur et de formatrice sur ces questions d'égalité, ça marche. Ça vaut vraiment le coup qu'on le fasse. Alors, ensuite, nous, à quelle question on est venu? On est venu avec les questions de qu'est-ce qui se passe entre la petite enfance et l'école. Parce que quand on arrive à l'école, on constate assez fréquemment des garçons, pas tous les garçons, mais plutôt des garçons, qui sont jugés immatures. Alors, vous allez rire, des enfants de 5 ans ou de 6 ans immatures, on se demande un peu ce que ça peut vouloir dire, mais ça veut dire, en fait, il y a un problème de
je fais tout seul ou je fais pas tout seul, et plutôt des garçons qui n'ont pas envie de faire tout seul, qui disent qu'ils savent pas faire tout seul, et qui se mettent à crier pour essayer de voir si ça résout le problème. Et des filles qui se débrouillent. Qu'est-ce que ça donne en petite enfance? Quand on est allé observer, on a constaté qu'effectivement, il y avait quelques petits garçons qui, en fait, ils essayaient des moyens, toutes sortes de moyens de prendre place. Et prétendre ne pas savoir faire, ou faire du bruit, ou aller démonter la plante, c'est des façons de prendre place et d'attirer l'attention des professionnels. Et comme on était avec des professionnels super bien formés et sensibilisés aux questions, ils ne lâchaient jamais l'affaire. Mais c'était long. C'était pas toujours facile. Et donc à la fin, même s'ils lâchaient jamais l'affaire, et si elles lâchaient jamais l'affaire, on avait quand même, de par le comportement des enfants, des attitudes différenciées. Alors ensuite, ensuite il y a eu le Covid, et puis ensuite on a remis le couvert. On s'est dit comment monter des dispositifs avec ces enfants pour qu'elles et ils puissent exprimer des comportements et des activités que d'ordinaire, ils expriment moins de par leur socialisation primaire, de par ce qui se passe dans la famille. Donc les équipes ont réfléchi à des activités qu'ils avaient envie de tester, puis on a filmé, et on a vu une chose absolument extraordinaire qu'on ne voit pas du tout à l'école. On a vu que dans ces cas-là, avec ces équipes-là qui sont formées, et c'est probablement pas anodin, la mixité crée plus d'égalité que la non-mixité. Alors qu'à l'école, c'est pas ce qu'on trouve. En général, à l'école, on trouve que les situations de mixité, on a des enfants qui se renvoient les stéréotypes à la face, et c'est difficile de la faire vivre. Et là, dans ces équipes, le fait de mettre les enfants en mixité, on pouvait tirer parti de la mixité pour créer de l'égalité filles-garçons. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la petite enfance et l'école? J'en sais rien. Est-ce que c'était parce que le personnel était formé? C'est pas impossible, mais néanmoins, c'était quand même extrêmement intéressant à regarder. Et donc, c'est pour ça qu'on a été, en tout cas, nous, équipe de recherche, et je pense que personnel de crèche aussi, on a été absolument ravis de cette collaboration. Collaboration entre l'université et les professionnels de la petite enfance. Édouard Jeantat, je voulais aussi qu'on fasse un petit point. On est en plein dans le point recherche. Vous me parlez aussi, par rapport à ce qu'elle nous disait, Isabelle Collet, d'une autre recherche. C'était sur la gestion des écrans. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça? Pourquoi j'aborde ce thème? Puisque c'est une expérience que vous avez vécue, mais ce serait intéressant d'avoir un autre retour, une sorte de case study. Alors oui, c'est intéressant parce qu'il y a des données nouvelles dans la littérature qui montrent que justement tout l'intérêt... Alors c'est je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, c'est la cohorte ELF. C'est une cohorte d'enfants en France de milliers d'enfants qui sont suivis depuis la naissance. Et puis ce qui est intéressant, là, depuis le Covid, en fait, c'est qu'il y a un intérêt particulier aux écrans chez les très jeunes enfants. Puisque maintenant, compte tenu de tout ce qui s'est passé, eh bien, les écrans sont encore plus présents dès le plus jeune âge. Et alors, cette cohorte ELF, elle montre que, par exemple, un des effets bénéfiques des structures de type crèche, c'est que ça aide les parents à mieux réguler les écrans à la maison que ceux qui sont hors crèche. Et donc ça, c'est un résultat qui... Alors ça vient de... Vous irez voir ça dans les médias. Ça vient de sortir il y a 3-4 jours. Donc il faudra aller creuser ce papier. Mais du coup, c'est assez intéressant. C'est que du coup, le personnel, enfin tout le professionnel de la petite enfance, ça peut être un formidable repère ou une aide, un soutien à tous les jeunes parents. Et on sait que pour les jeunes parents, par exemple, la gestion des écrans devient un problème, même maintenant, vraiment dès le plus jeune âge. Alors on a essayé de lancer tout un tas d'actions, d'ouvrages, de recherches, et c'est assez récent, comme si, avec ce Covid, les écrans avaient encore plus pris de place. Donc l'idée, c'est comment on va former, accompagner les parents à essayer de réguler, de co-visionner, de tout un tas de bonnes pratiques pour essayer de garder le contrôle de cet écran-là dans la famille. Merci beaucoup, Édouard Jeantat. On rentre dans la dernière partie de cette table ronde qui va aborder un peu les difficultés que nous pouvons rencontrer lorsque nous parlons de cette construction de l'égalité des chances. Et puis, lorsque nous avons discuté autour de cette table ronde, il y avait
quelque chose qui revenait régulièrement, on a déjà abordé quelques aspects, c'était formation, formation, formation et encore formation. C'était le mot qui revenait, c'était le leitmotiv de nos échanges. Et je me tourne vers vous, Mélanie Perpignani. Pour vous, ce qui est important lorsque l'on parle de formation pour les professionnels de la petite enfance, c'est une montée en compétences. C'est bien ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Alors, tout à fait. Déjà, je tiens à remercier au nom de toute l'équipe la collaboration étroite qu'on a justement avec l'université, parce que ça nous donne énormément de bagages, que ce soit pratiques, de connaissances, d'angle de vue aussi, d'un regard autre auprès des enfants et de l'accompagnement aux familles. Et c'est vrai que d'avoir ces compétences en plus, qui fait là aussi la particularité de notre secteur par rapport à d'autres secteurs, quand j'entends des amis ou des familles qui sont dans les autres crèches, on a vraiment de la chance. On a de la chance parce qu'on a vraiment un appui scientifique, professionnel, qui complète justement aussi nos études, au-delà évidemment des formations continues que l'on peut faire et autres. Et je trouve que finalement, cette vue pluridisciplinaire de notre métier pour l'accompagnement de l'enfant, elle est vraiment très riche et elle nous donne beaucoup de moyens pour vraiment axer au mieux notre pratique et l'accompagnement. Et du coup, c'est sûr que c'est un grand et bon complément, les regards croisés et les autres collaborations que vous avez mentionnées tout à l'heure. Je suis preneuse et je pense que toutes mes collègues le sont aussi, si je peux me permettre de parler en nom des équipes. Mais je pense que si nous ouvrons de plus en plus, que ce soit des études complémentaires ou des passerelles justement pour l'université, notamment, comme vous disiez, avec des potentielles études scientifiques en collaboration avec les éducateurs et éducatrices, on gagnera aussi en expertise et en visibilité, je trouve, au niveau de l'État, de la Confédération, sur les capacités et les qualités d'accompagnement du jeune enfant. Renata Pegoraro, quels sont les enjeux, selon vous, pour la formation des professionnels de la petite enfance? Vous me parliez d'une étude cadre, éventuellement? Bon, alors, on a effectivement la chance, depuis 2007, d'avoir des plans d'études cadres qui unifient les formations dans le domaine de l'éducation de l'enfance au niveau de la Suisse. Donc, ce qui veut dire que dans toutes les écoles de Suisse qui forment des éducateurs et des éducatrices de l'enfance, ce plan d'études cadres doit être suivi. Après, il s'exprime de manière différente dans des programmes scolaires différents d'une école à l'autre, bien entendu, mais il a déjà, avec l'émergence des plans d'études cadres, la valorisation du métier, la professionnalisation, elle a vraiment pris tout son essor. Avant, c'était des écoles qui étaient reconnues sur le plan cantonal. Maintenant, c'est un diplôme qui est reconnu sur le plan fédéral. Donc, ça donne déjà une vraie valeur au métier d'éducateur et d'éducatrice de l'enfance. C'est un premier point important. L'autre point important, c'est que les plans d'études cadres sont écrits, sont rédigés, sont pensés en collaboration avec le domaine professionnel, c'est Savoir Social, qui est la fêtière du domaine social qui intervient dans la rédaction des PEC, et les instituts de formation qui sont représentés par la plateforme suisse des écoles du social, qui est la SPAS. Et ça donne aussi toute la valeur à la formation d'éducateurs de l'enfance, puisqu'elle est adaptée à ce qui se vit sur le terrain. Et ce n'est pas un métier prescrit qui est déterminé, mais c'est un métier qui est décrit dans la réalité qui se vit. Ces plans d'études sont régulièrement révisés. On en a un nouveau depuis 2021 qui nous vaut de revoir notre plan d'études détaillé, en tout cas ici à Genève. Et ça donne vraiment de la valeur. C'est-à-dire que la formation, elle est adaptée à la réalité du métier et ce ne sont pas deux choses disjointes. Comme je disais tout à l'heure, le fait que dans le cadre de la formation, on a autant d'heures de cours que d'heures de pratique professionnelle, eh bien fait que je vais m'exercer au métier qui est le vrai métier que je vais faire et pas un métier qui est imaginé, qui est rêvé, parce que ce serait assez facile de se dire oh, c'est super de travailler avec des enfants, c'est tellement gentil, c'est tellement joli. C'est pas aussi simple que ça, on l'a vu, il y a des parents, il y a des collègues, et il y a des complexités importantes à gérer chaque jour.
Marianne Zogmal, peut-être aussi une réaction de votre part sur les enjeux. Alors, je pense que justement la formation elle est essentielle et puis on a de la chance justement en Suisse romande qu'on a beaucoup d'éducateurs, d'éducatrices qui ont cette formation au niveau ES en Suisse. Au niveau national, c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de cantons, il y a vraiment une majorité de CFC, d'assistants socio-éducatifs. Et puis il y a quand même des structures d'accueil qui fonctionnent avec plus que la moitié de personnel sans formation. Et ça, je pense que, alors bien sûr, ça dépasse le côté local, mais il faut toujours aussi le penser qu'il y a encore du chemin à faire par rapport à la formation. Mais ce que je pense qui est très important aussi, c'est le lien entre la formation et la recherche. Et ici, peut-être, il y a des choses à renforcer encore. Et puis, c'est peut-être l'intérêt, du secteur université qui, avec cet ancrage aussi à l'université, qui a réussi à mettre en place des démarches qui ne restent pas individuelle pour une personne, mais qui est vraiment pour les équipes et pour le secteur dans son ensemble et qui s'est mis en mouvement par rapport à beaucoup de projets de prise de contact. Et je pense que c'est cette richesse-là qu'il faudrait encore essayer de continuer puis de renforcer. Puis je pense que c'est Martine Saillant qui a beaucoup contribué à ça avec l'ensemble de ses équipes. Marianne Zogmal, peut-être encore une question sur les enjeux, enfin les obstacles aussi, mais plus globalement les enjeux. C'est le fait, est-ce qu'on doit aussi penser que l'accueil de la petite enfance, c'est aussi une responsabilité collective qui implique des professionnels de la petite enfance, qui implique la famille, qui implique des institutions politiques? Je pense que c'est vraiment ça l'essence où, si on veut encore avancer en Suisse, c'est cette conscience de ça. Et je pense qu'ici, le secteur université a réussi, ou en tout cas, a fait beaucoup de progrès pour faire exister les structures d'accueil, les œuvres du secteur université au sein de l'université. Et ça a beaucoup contribué à la richesse de ce qui se passe aux enjeux, puis c'est ça qu'on devrait faire aussi pour l'ensemble des structures d'accueil dans notre société en Suisse. Il faut que ça fait partie de la société, que c'est pensé à tous les niveaux pour enrichir les liens qui existent entre une politique sociale, une politique familiale, mais aussi entre recherche et le développement des compétences professionnelles, je pense. Céline Châtenot. Oui. Je pensais, pas tout à fait dans le cas de la formation, mais je pensais aussi aux différents métiers qu'il y a en petite enfance, en plus de l'éducatrice du jeune enfant, de dire, il y a aussi des psychomotriciens, il y a aussi maintenant des pédagogues en éducation précoce, puis un enjeu, c'est aussi de se former ensemble. Et puis, donc de penser des formations, recherche sur le temps, avec le terrain, dans des regards croisés, comme on a eu des exemples ce soir, mais aussi déjà dans la pluridisciplinarité. Puis pour les milieux, c'est pas nécessairement facile d'engager, par exemple, des professionnels qui sont autres que des éducatrices du jeune enfant et de dire, on se forme au quotidien aussi en complémentarité avec quelqu'un qui a été à l'université, quelqu'un d'autre qui a fait une autre formation ailleurs, dans d'autres domaines. Donc ça, c'est aussi une difficulté sur le plan de la réglementation de qui peut être engagé. Évidemment, pour la recherche, alors j'aimerais juste compléter aussi qu'il faut du temps. Et donc, c'est super important qu'on puisse libérer le personnel pour travailler avec le chercheur. Ce n'est pas en 2 heures de formation qu'on arrivera à faire quoi que ce soit, ça on le sait. On ne l'aime pas, nous, comme chercheurs, et je pense que personne n'apprécie ça comme formateur. Et aussi, donc, de peut-être avoir plus de souplesse pour être dans la vraie pluridisciplinarité et pas ponctuellement une psychomotricienne qui vient et puis qui fait ce qu'elle peut et puis qui repart. Donc, avoir des structures cohérentes aussi, multidisciplinaires. Pascal. Oui, alors je partage ce que disait Céline. Et effectivement, on aurait besoin d'équipes pluridisciplinaires pour que tous les secteurs puissent bénéficier
d'apport, d'expertise, que ce soit des éducateurs spécialisés, des psychologues, des psychomotriciens, des logopédistes. Il y en a un certain nombre, et c'est vrai qu'on doit ajuster effectivement les cadres réglementaires et statutaires du personnel qui va avec l'engagement de ce type de personnes, même si ça nécessite aussi des ressources financières plus importantes. Mais c'est vrai que dans les secteurs où ces équipes pluridisciplinaires sont en place, on en a une à Poisson-Rouge, à la crèche de Chandieu, bon, on en voit quand même des effets positifs, des échanges aussi qui peuvent se produire entre ces personnes qui ont cette expertise et les professionnels de terrain. Donc effectivement, dans la mesure du possible, si on avait une baguette magique, ce serait pouvoir de l'étendre à l'ensemble de nos structures. C'est un fait. Pour juste rebondir sur la collaboration avec l'UNI quand même, on travaille quand même aussi avec les professionnels de terrain et l'UNI, puisqu'on a un groupe ressources au service, dans le service, avec lequel on a des échanges, et entre autres avec Céline, où on travaille à l'édition d'un référentiel, d'un best practice, à l'intention des professionnels de la petite enfance, où participent également des professionnels, et ça montre aussi l'excellente collaboration entre la théorie, la pratique, la recherche et les besoins du terrain. Isabelle Collet. Alors évidemment, je suis en sciences de l'éducation, je ne vais pas vous dire que la formation, c'est pas important, mais en même temps, il faut être logique, c'est-à-dire, on est bien d'accord, on ne garde plus les enfants. On ne pense pas que les enfants, si on les tient propres et qu'on les nourrit, tout se passera bien. On a dépassé ce stade. La commande étant de plus en plus grande, eh bien, nécessairement, en face, il faut que les personnels de la petite enfance puissent assurer cette commande. Ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est que les enfants, enfin, tous les parents sont d'accord que c'est absolument fondamental, c'est très important, et les métiers sont si peu considérés. C'est quand même curieux d'avoir des métiers si peu considérés pour une tâche aussi fondamentale. Évidemment qu'il y a un problème de valorisation et revalorisation de ces métiers, et quelque chose me dit que le côté de la pénurie et le côté de la revalorisation, ça doit être quelque chose qui se tient la main, parce que avec des métiers mieux considérés, plus valorisés, des conditions de travail plus confortables, des salaires qui tiennent la route et une formation valorisante, je pense qu'il y aurait moins de pénurie. Edouard Jantas, si je vous donnais, merci beaucoup. Si je vous donnais une baguette magique, vous feriez quoi? Alors, une baguette magique... C'est Pascal Lecuyer qui m'a soufflé, donc... Une baguette magique, alors j'aurais plein d'idées, mais là, concrètement, un truc qu'on pourrait faire, eh bien, déjà, dans chaque établissement, on proposerait à une ou deux personnes de se lancer en genre une alternance, et on lance une thèse. 4 années, chacun lance des ateliers, mais travaille avec toute son équipe à lancer tout un tas d'ateliers sur à la fois le langage, parce qu'on sait que c'est important, les compétences psychosociales. On sait que ces compétences-là, ces prédicteurs statistiquement, c'est pas moi qui le dis, des méga-analyses montrent que ces prédicteurs de compétences à l'adolescence et jeunes adultes, plus on a des compétences socio-émotionnelles élevées, plus le langage est élevé, plus à la sortie, c'est un investissement en fait. Donc vraiment, c'est très fort. Donc comment faire? Du coup, il faut former le personnel. Comment former le personnel concrètement? Il faut qu'il y ait sur le terrain des professionnels qui s'engagent. On a déjà créé des ateliers émotionnels, des ateliers langage. Tout est prêt en fait. Il faut un petit peu de sous pour lancer ce programme de recherche par 4-5 ans, mettre sur plateforme et diffuser. Et je pense qu'il y a des personnels qui seraient très intéressés, surtout qu'on a toutes les compétences ici pour lancer le projet. Ça a déjà été pré-lancé, il y a plein d'endroits, il y a plein de choses. On a le terreau, tout est prêt. Voilà. Qui doit dire chiche? Parce que moi, je le dis, ça ne sert à rien. Donc évidemment, ça coûte, parce qu'il faut libérer du temps de recherche, parce que la personne qui va travailler là-dessus ne sera pas face à face avec des enfants, donc il y a un investissement faire, mais il me semble que cet investissement est vraiment, vraiment très faible, compte tenu des effets bénéfiques qu'on va avoir tout de suite, et puis dans 10-15 ans. Moi, c'est juste une idée. C'est le moment des questions, parce qu'il est aussi important d'avoir un retour du public. Donc n'hésitez pas, levez la main, on a un micro à disposition.
si vous souhaitez poser des questions à nos intervenantes, intervenants, je sais, c'est la première question qui est la plus dure. Ah, voilà, il y a quelqu'un. Bonsoir. Ma question, c'est en tant que citoyen, sans enfant pour le moment, quel est notre levier d'action personnel si on veut contribuer à ce que vous proposez? Donc, en l'occurrence, si on parle simplement des questions de moyens, quel est notre levier en tant que citoyen? Quel est le premier pas? Qui souhaite répondre? Édouard? C'est assez simple, hein. Il faut convaincre nos élus ou nos financeurs de lancer 6 thèses, une thèse par établissement, 2-3 volontaires, et on lance des programmes de recherche interventionnelle et collaborative dans chaque établissement. Donc voilà, budget d'une thèse, x4. Moi, j'allais dire, hein, vous votez. Tout à l'heure, on a vu, dans l'actualité, il y a différents projets sur la table. Il y en a qui me semblent aller moins dans le sens que vous demandez, d'autres plus dans le sens que vous demandez. Donc, votez. Et si je peux me permettre aussi, c'est aussi aux éducateurs, éducatrices, ASE, en fait, tout le personnel éducatif aussi, de se mobiliser un peu plus, d'avoir le courage de se positionner, ne serait-ce que, par exemple, en s'inscrivant à l'AGED, donc l'association... voilà. Notamment avec les syndicats, donc vraiment se mobiliser à un niveau politique. En fait, si chacun, on est acteur du mouvement, de l'action, on ne va plus être seul face à la société qui nous paraît impossible à changer. Et donc, ensemble, on arrivera vraiment à faire évoluer les choses. Donc voilà, je fais appel à tout le monde là. Une autre question dans le public? Je vois rien. Ah, il y a quelqu'un. Bonsoir. J'ai une question pour Madame Isabelle Collet. Donc, je suis éducatrice de l'enfance et j'étais intéressée par les activités que vous aviez mis en place en crèche, les activités non genrées. Alors, en fait, la question, elle n'est pas pour moi. Parce que c'est pas moi qui les ai pensées, ni mon équipe pour le coup. Ce sont les éducateurs et éducatrices avec qui on a travaillé, qui ont imaginé les activités qu'ils avaient envie de mener. Mais je vous dirais en fait, peu importe les activités, ce qui est important, c'est comment on encadre les activités. Voilà. C'est-à-dire que n'importe quelle activité, aussi bien pensée soit-elle sur la question du genre, si elle est encadrée par des gens qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas le regard, qui ne comprennent pas les enjeux, elle rate. Voilà. Et alors là, dans les activités très intéressantes, je donne un exemple. Il a été réalisé un atelier qui s'appelait chez le coiffeur, au salon de coiffure, pardon, pour que ce soit épicène. Et donc au salon de coiffure, toute la salle était super bien décorée avec des portraits de garçons, de filles qui étaient en train d'être au salon de coiffure. Et puis on avait d'une part que les garçons qui jouaient et d'autre part que les filles qui jouaient. Tout le monde a joué, mais quand les garçons ils jouaient, on voyait qu'ils ne savaient pas trop quoi faire avec les objets. Ils transvasaient, ils déplaçaient, ils ne connaissaient pas les objets. Les filles, elles savaient les nommer, elles savaient quoi faire avec, elles savaient se mettre en scène, faire un jeu d'imitation au salon de coiffure. Et bien quand on les a mis ensemble, en gros, les filles ont entraîné les garçons dans leur jeu. Ils ont assez vite compris ce qui se passait et ils ont joué ensemble avec des rôles interchangeables au salon de coiffure. Et vous allez me dire, et les parents, ils l'ont vécu comment? Et bien, il y a un parent qui est passé, qui a regardé par la fenêtre. Là, ce que je vous raconte, je parle à la place des gens des équipes, hein, parce que c'est elles et eux qui m'ont raconté. Qui a regardé par la fenêtre, qui a été qui a un peu sursauté de voir son fils jouer au salon de coiffure. Oui, mais on lui a expliqué, et puis ça n'a plus été un sujet. Effectivement, ça a été bien compris, mais pour que cette personne, enfin, cet éducateur ou éducatrice qui a été interpellé puisse l'expliquer, il fallait qu'il ait aussi en main les moyens de s'adresser aux parents pour expliquer que, somme toute, ça allait bien se passer et que tout le monde était en train de s'amuser et de grandir en jouant au salon de coiffure. Merci. Est-ce que je vois... Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour ces échanges pour la petite enfance. Je suis logopédiste
Et à ce titre, j'ai la chance de travailler dans une équipe pluridisciplinaire dans 3 écoles à Meyrin. Je peux témoigner par là même que la collaboration entre les logopédistes et d'autres professionnels est tout à fait efficace et je ne peux que l'encourager. Donc ma question est simple, c'est comment on fait pour faire sauter les silos, on va dire, et pouvoir intégrer les logopédistes dans le monde de la petite enfance. Céline, peut-être vous. Réponse, je ne suis pas au niveau politique, donc, mais il faudrait effectivement le permettre le plus possible. Et avec des projets aussi, par exemple des stagiaires en logopédie qui pourraient être sur le terrain, etc. Mais je n'ai pas le pouvoir là, de faire sauter ces... Pascal, peut-être vous. Ça, le regard. Ça, je me doutais que la question allait me revenir. C'était... Voilà. Bon, je n'ai pas le pouvoir non plus de dire demain les logopédistes comme d'autres, ou les éducateurs spécialisés vont travailler à la petite enfance et vont être engagés chez nous dans des équipes pluridisciplinaires. Mais je pense qu'on travaille quand même et on est assez persuadé que les équipes pluridisciplinaires sont un plus. Et pourquoi pas les logopédistes. Comme on l'a dit aujourd'hui, on est quand même dans un statut qui a ses limites, qui n'est peut-être pas non plus adapté à l'accueil de tous ces enfants et de la diversification pour une pédagogie différenciée. C'est vrai que les normes statutaires évoluent des fois peu souvent au même rythme que l'évolution des équipes et des besoins que nous avons. Mais voilà, je veux dire, ça demande aussi quelques moyens financiers aussi, parce que, en tout cas en ville de Genève, il y a quand même un certain nombre d'institutions. Donc, mais il faut commencer par un bout, je suis d'accord. Oui, bien sûr. Je vous rejoins complètement sur le besoin d'une logopédiste dans chaque institution à Genève. Comme pour aussi les psychomotriciens, psychomotriciennes, j'ai moi-même un mandat d'animation d'ateliers d'éveil culturel et artistique, donc qui est aussi très valorisant, oui, pour notre secteur. Et à travers mes ateliers, je remarque combien il y a des enfants en fait qui n'ont pas accès à, ne serait-ce qu'à la culture, par exemple de nos musées. On a de fabuleuses œuvres, cultures et autres, que ce soit à travers différentes sphères. Et quand on propose ce type d'atelier, atelier psychomotricité, j'imagine pour vous les ateliers de logopédie et autres, je trouve qu'il y a un regard aussi extérieur à l'équipe qui est justement dans sa prise en charge quotidienne de l'enfant. Il y a un regard et un appui qui complète. Et je pense que si nous, dans l'idéal, nous avions justement en politique, si on pouvait se motiver à engager plus, à former plus, ça pourrait aussi ouvrir l'envie de n'importe quelle personne lambda de se former à l'éducation pour justement avoir accès à toute cette richesse en fait de différentes compétences mis ensemble pour le même but. Marianne Zogmal, peut-être ça vous... Oui, je pense que sur le plan structurel, politique, à Genève, en Suisse, il n'y a pas de réponse facile. On n'arrive déjà pas tout à réaliser ce que serait juste l'indispensable. Alors... je pense que de déconstruire tous les silos existants, c'est très lent. Je pense que le secteur université a pris un chemin, c'est de commencer petit pas à petit pas, essayer de réaliser des choses, faire des projets pilotes qui perdurent. Et puis, dans les 30 ans de son existence, il y a beaucoup qui s'est réalisé, il reste encore beaucoup à faire. Et je pense qu'il faut trouver un endroit où on commence et on fait. Et puis, peut-être, avec le temps, à travers la recherche, à travers le soutien justement aussi des parents autour, on arrivera à montrer que c'est ça qui est nécessaire et puis qu'on arrive à des structures qui permettent une plus grande flexibilité. Mais disons, c'est aussi la réponse que j'avais avant, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ?
Je pense qu'il faut commencer avec des petits pas, mais après, on peut y arriver que tous ensemble. Et ça demande, il me semble, vraiment un changement de société, un changement de voir notre société, et ça prend du temps. Alors, je pense que le cheminement du secteur universitaire est un bon exemple pour montrer qu'il y a des choses qui sont faisables, et ça pourrait nous encourager de continuer. Mais il n'y a pas de réponse simple. Alors, on a le temps encore pour quelques questions. Qui souhaite intervenir, poser une question? Ici, devant. J'arrive. Merci. Alors moi, en fait, est-ce qu'il est allumé? Oui, pardon. En fait, moi, c'est pas une question, mais c'est une remarque qui a un peu été évoquée. Et comme on est un petit peu plus fort, comme ça. Comme on est un petit peu dans le moment des peut-être revendications, ça a été évoqué, si on parle d'égalité des chances, d'avoir une place par enfant. Et je pense que c'était bien peut-être de le rappeler là à la fin que c'est, enfin, comme Marianne l'a évoqué, il y a petit pas, petit pas, petit pas, mais c'est peut-être quelque chose à laquelle il faudrait tendre. Merci. Est-ce que ça suscite un commentaire, Marianne? C'est sûr, un droit à l'éducation, si moi j'avais la baguette magique, ce serait ça, un droit à une place pour tous les enfants en Suisse, avec ce qui va avec, hein, la qualité nécessaire, peut-être quelque chose de gratuit pour les parents, et puis tous les moyens nécessaires. Mais le chemin, il est encore lent. Alors sur le plan international, en soi, le droit à l'éducation pour tous les enfants, il a été inséré, mais il reste la réalisation. Mais c'est sûr que oui, il faut une mobilisation de tous et il faut de la patience. Édouard? Non, rien. Je partage le point de vue. Après, moi, je suis assez optimiste, en fait, parce que l'évolution va faire en sorte que cette période-là va prendre de plus en plus d'importance au niveau du politique, compte tenu du vieillissement de la population, du besoin de... Enfin, la société change extrêmement vite avec le numérique. Il va falloir répondre à une exigence beaucoup plus forte sur les compétences des enfants. Donc, moi, je pense que ça va venir petit à petit, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Mais je me trompe souvent aussi, hein, donc voilà. Encore une question par ici. Encore une question, il y a quelqu'un? Oui. Bonsoir. On parlait avant justement de logopédistes, etc., d'éducation spécialisée. J'aimerais juste comprendre pourquoi au canton de Vaud, si on a un bachelor en travail social, donc on est éducatif social, donc spécialisé, on est reconnu dans la petite enfance et pas à Genève. Voilà. Je vais reprendre mon micro. Alors, parce qu'on ne fonctionne pas sur les mêmes bases réglementaires. Aujourd'hui, comme vous le savez, on va le dire crûment, la convention collective de travail n'a pas les fonctions que vous venez de citer. Donc, forcément, on ne peut pas, de manière intrinsèque, les engager. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on a quand même une expérience pilote, je l'ai dit tout à l'heure, avec Poisson Rouge, où on a une équipe pluridisciplinaire qui comporte 2,9 postes qui sont en dotation supplémentaire destinée à ce secteur. Et notre volonté, c'est quand même de pouvoir les déployer au fur et à mesure du temps et de nos moyens dans les autres secteurs. Donc c'est pour cette raison-là essentiellement aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre réponse. Laurent? Oui, je voulais peut-être juste rebondir sur l'idée davantage de places de crèches et une place pour chaque enfant. Ça, c'est vrai que c'est une revendication qui est éminemment légitime et qu'on fait souvent, mais je pense que c'est important aussi de la faire et de ne pas penser en silo les problématiques et d'éviter d'oublier le point de départ de la table ronde. On est parti aussi sur l'idée que parfois les éducatrices, éducateurs sont submergés dans certaines situations et parfois c'est difficile de durer dans la profession, hein, la pénibilité du travail. Donc moi je milite aussi beaucoup pour qu'on pense le développement qualitatif du champ de la petite enfance, pas seulement autour du critère du nombre de places et d'une place pour chaque enfant, mais aussi de places de travail décentes pour les personnes qui s'engagent dans ce métier. Et je pense que c'est aussi la responsabilité des comités ou des fondations qui sont les employeurs
qu'elle soit aussi sensible aux conditions de travail qui sont produites. Alors évidemment, on est dans un monde qui est très normé par des conventions, des règles, mais c'est aussi la responsabilité, je pense, des employeurs que de penser tous les autres ingrédients dont on a parlé dans cette table ronde, c'est-à-dire la question de la formation continue, la question du développement professionnel, la question des opportunités pour les équipes de travailler en collaboration avec des chercheurs, parce que je pense que ça, c'est un ingrédient, au fait, de l'équation, c'est-à-dire permettre d'offrir des conditions décentes et durables qui permettent aux personnes de se développer dans leur travail dans le temps. Et je pense que ça, c'est un élément. On ne peut pas réduire la question au nombre de places, et puis une place par enfant, on doit aussi penser de manière globale à la qualité des conditions de travail. Et c'est de manière intégrée, au fait, qu'on doit penser l'évolution de la qualité dans le champ de la petite enfance. C'est mon avis. Merci beaucoup, Laurent Filietta. Il y aurait encore une question ? Il y a encore une question ? Oui, bonsoir. Je suis aussi éducatrice et je voulais aussi rebondir sur ce qui vient d'être dit, où je trouve important qu'il puisse y avoir des places de crèche pour les enfants, mais je trouve aussi important qu'il puisse y avoir d'autres structures d'accueil, comme les jardins d'enfants. Moi, je travaille dans un jardin d'enfants et je trouve aussi très important que des familles qui ont fait le choix de ne pas travailler à deux, qu'il y ait un des parents qui reste à la maison, mais qu'il y ait aussi des structures qui puissent accueillir ces enfants pour qu'ils puissent voir autre chose. On a aussi beaucoup de familles qui viennent d'autres pays, qui n'ont pas forcément un travail, ils ne travaillent pas forcément à deux. Mais on peut accueillir ces enfants, leur donner aussi un espace pour la socialisation avant d'entrer à l'école, de pouvoir apprendre la langue du pays là où ils sont. Et je trouve qu'on pourrait aussi valoriser ces structures et se battre aussi au niveau politique, qu'il y ait des financements aussi pour ces structures qui sont très importantes pour la socialisation. Merci. Peut-être un commentaire. Ça suscite un commentaire. Oui. Si je peux me permettre, je pense qu'on a clairement besoin aujourd'hui d'une politique de l'enfance et de la famille soutenante pour tous les agents de l'éducation. D'une part aussi, la professionnalisation des comités de tous les secteurs de Genève, et non pas qu'un secteur, j'ai envie de dire, par une gouvernance professionnelle. Vraiment, je pense que aussi asseoir un comité de professionnels et non pas que de bénévolents ou de parents, ce que je ne dénigre absolument pas, mais que je pense important, si on a une base professionnelle à ce niveau-là, automatiquement, tout le reste va aussi suivre. Et donc, avoir une politique soutenante, c'est aussi favoriser aussi les places en crèche, favoriser aussi un congé parental plus grand et équitable, c'est favoriser aussi mettre en lumière, en fait, valoriser notre profession, parce que c'est vrai que je parle pour moi-même, je ne suis pas très bonne vendeuse, je ne sais pas vendre ma formation, et du coup j'espère que d'autres personnes arriveront mieux à défendre ce que l'on met en place et combien on est important pour le bon fonctionnement de notre société. Et aussi pour répondre à la pénurie de personnel, motiver les personnes à faire cette formation pour justement avoir une chance de changer la société de demain. Et donc voilà, clairement, je pense que si on a une politique soutenante avec des bases légales communes et non pas une sorte de patchwork entre les intervenants, les organisations privées, les indépendants, certains politiciens, politiciennes, certains citoyens. Je pense que si on arrive à réunir tout ça et avoir une base communale, cantonale et surtout, in fine, fédérale, on gagnera en qualité pour tout. Merci beaucoup. Dernière question. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question justement en rapport avec le manque de personnel que vous venez d'évoquer. Si on élève la formation au niveau universitaire, n'avez-vous pas peur que cela diminue le nombre de nouvelles personnes dans votre secteur ? Renata ? C'est en effet une possibilité. À l'heure actuelle,
le bassin principal de recrutement des étudiants de l'École supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance à Genève, c'est essentiellement des personnes qui ont un diplôme de l'École de culture générale ou un certificat de l'École de culture générale. Donc c'est vrai que ça fait un bassin de population qui n'aurait pas immédiatement accès à l'université, puisqu'il devrait faire une maturité pour avoir accès ou attendre un certain nombre d'années pour pouvoir accéder à une formation universitaire. Donc c'est vrai que ça modifie un peu le panel du nombre de candidats qui peuvent rentrer en formation. Mais nous travaillons effectivement d'arrache-pied avec la direction du Centre de formation professionnelle sociale sur le recrutement de personnes qui ont un profil pour faire une formation en école supérieure de niveau tertiaire B, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse répondre à ce besoin massif d'éducateurs et d'éducatrices de l'enfance, mais on ne peut pas former n'importe qui et à n'importe quel prix. Voilà, je mets tous les guillemets qu'il faut là autour. Ça reste une formation qui est exigeante et qui nécessite d'avoir des aptitudes cognitives, personnelles et professionnelles qui sont très pointues. Mais c'est un risque, en effet. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment aux intervenantes et intervenants de ce soir. Merci à vous pour votre si attentive écoute. Le mot de la fin, Laurent. Voilà, donc avant de clore cette soirée et de vous inviter à un moment festif autour d'un apéritif, je voulais encore adresser mes vifs remerciements à toutes les participantes et tous les participants de la table ronde. On va encore les féliciter. Et en guise de remerciement, un petit souvenir de cet événement vous est remis par Martine Saillant, qui va vous donner un petit cadeau qui, j'espère, vous rappellera de bons souvenirs dans les années à venir. Merci aussi tout particulièrement à Miruna Kokakosma pour son animation de la table ronde et le travail de préparation très rigoureux qu'elle a mis en place pour préparer cette table ronde. Alors, les festivités des 30 ans des espaces de vie enfantine du secteur université n'auraient pas été possibles sans le généreux soutien financier du rectorat et de la ville de Genève, mais aussi, et je voulais les remercier vivement, le Fonds général de l'université et la FAPC, la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, dont je remercie la doyenne Lucie Mottier-Lopez de sa présence parmi nous ce soir. Et puis merci aussi tout particulièrement au service égalité et diversité de l'Université de Genève, ainsi que le service communication pour leur soutien financier et logistique. On va les applaudir aussi. Alors les festivités des 30 ans des œuvres de l'université ne s'arrêtent pas là. Comme vous le savez peut-être, elles vont se prolonger demain, samedi après-midi, ici même à Unis-du-Four, par un goûter d'anniversaire qui sera organisé pour les enfants et les parents qui font partie du secteur université. Et donc nous aurons l'occasion de prolonger cette fête avec les familles et les enfants demain. Et donc sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous inviter à un apéritif qui va être servi au premier étage, enfin au rez-de-chaussée. Vous allez monter l'escalier et vous aurez accès à un apéritif. Je voulais vous remercier très vivement d'être venus ce soir. Et comme disait le recteur, longue vie aux œuvres du secteur université. Merci à tous.